Monsieur, bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le convertisseur Buck, qui est un convertisseur qu'on va retrouver dans les objets connectés, dans les téléphones portables et aussi qu'on peut retrouver dans les applications photovoltaïques. Alors j'utiliserai une terminologie un petit peu anglo-saxonne au niveau des titres, puisqu'en effet, quand vous aurez donc à dimensionner un convertisseur Buck, vous serez amené à consulter des datasheets et par conséquent d'être un peu familiarisé avec l'anglais. Par rapport à ça, c'est pas mal. Je m'appuierai aussi sur les connaissances de chez Analog Device et particulièrement aussi LT-Spice. Alors, au niveau de l'exposé, je vais vous parler un petit peu des équations de base du convertisseur Buck, de comment le circuit de commande est effectué. Ensuite, une commande en tension. Il faudra qu'on aborde le dimensionnement de la partie puissance par rapport à un cahier des charges du convertisseur Buck. La simulation du convertisseur en utilisant donc LT-Spice, que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Et enfin, on parcourra un petit peu les outils mis à disposition par les différents constructeurs pour pouvoir dimensionner aisément un convertisseur Buck. Alors revenons maintenant donc à la théorie et on va regarder un petit peu le fonctionnement du convertisseur Buck avant de faire la mise en équation. Le convertisseur Buck, on peut le voir ici à l'écran, est constitué donc d'un transistor et d'une diode. Donc c'est ce qu'on appelle la cellule de commutation. On retrouve une source de tension à l'entrée et à sortie, on a donc une charge que j'ai symbolisée par R load. Donc le but de ce convertisseur, c'est d'assurer un transfert d'énergie entre la source de tension continue et la source de courant. Pourquoi on parle de source de courant? Bon, il faut savoir que lorsqu'on aura donc une inductance en série avec un circuit en aval, on pourra parler de source de courant de façon instantanée et de la même façon de source de tension lorsqu'on mettra un condensateur sur une branche parallèle. Le convertisseur Buck est donc constitué d'un transistor et une diode, qui est un interrupteur ici commandé, et une diode, Schottky en l'occurrence ici. Par rapport au niveau de tension, on utilisera principalement des transistors de type MOSFET. Alors comment ça fonctionne? Dans un premier temps, on va commander le transistor MOSFET, qui va être passant. Donc s'il est passant, on va considérer qu'il se comporte comme un interrupteur parfait, donc qui va être fermé. Et on va donc avoir ici la sortie qui va être liée, l'entrée qui va être liée à la sortie. Et on va donc venir charger cette dernière via l'inductance. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va, au niveau de cette inductance ici, vous voyez le transfert d'énergie en rouge, on va venir stocker de l'énergie magnétique dans l'entrefer, puisque l'énergie magnétique se stocke dans l'entrefer. Donc la diode, elle, a été polarisée en inverse, par conséquent elle est bloquée puisqu'à ces bornes on aura une tension négative Vin. Je reviendrai sur cet aspect-là plus tard. Deuxième aspect, lorsqu'on va bloquer le transistor, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va bloquer le transistor ici, la diode, l'énergie qui est stockée dans l'inductance, elle ne peut pas subir de discontinuité, donc on va avoir un amorçage spontané de la diode, vous voyez ici donc, et on va avoir ce qu'on appelle classiquement une phase de roue libre. Donc la diode, elle assure la continuité du courant. Et donc l'énergie qui était stockée petit à petit va faire un décroissant, ce qui évitera de saturer le circuit magnétique. Alors si on regarde un petit peu là au travers de cette animation, on va mettre ici les formes d'ondes correspondantes à l'inductance, le transistor, la diode. Donc première phase, on a dit qu'on a bloqué, enfin on a amorcé le transistor. Si le transistor est amorcé, vous voyez que la tension Vin est aux bornes de la diode, cette dernière est bloquée, donc on a bien un transfert d'énergie de la source d'entrée vers la sortie, et on voit ici quand le courant donc croît au niveau de l'inductance, par conséquent ce courant on le retrouve, évidemment puisque la diode est bloquée, on le retrouve dans le transistor, et cette dernière elle a un courant nul. Or ceci c'est pendant l'instant T-on, qu'on peut appeler donc D pour duty cycle multiplie la période. Deuxième phase, on va bloquer le transistor. Dès qu'on bloque le transistor, on a un amorçage spontané de la diode et on se retrouve avec ce circuit. Par conséquent, on va avoir une décroissance du courant qui va s'effectuer, ce qui évite de saturer le circuit magnétique. Et
c'est parti, donc deuxième période, on va retrouver croissance, puis décroissance, etc. Alors, ce qui est intéressant de voir à ce niveau-là, c'est que ici, hein, on voit que ce soit la diode ou le transistor, on a bien des discontinuités en courant qui vont poser, des DI sur DT en courant qui vont poser des soucis par la suite. Alors, comment on va mettre en équation le convertisseur buck? Alors pour ça, je vais m'appuyer sur l'enseignement que j'ai pu recevoir de M. Foch, enseignant à l'ENSEI de Toulouse, qui est un ancien professeur à moi. Donc on va réfléchir sur la cellule de commutation, ça va être très simple. Voilà la cellule de commutation. Donc elle est constituée ici, c'est un convertisseur très, très simple, mais on va retrouver cela sur des convertisseurs un peu plus compliqués. D'accord? Donc il y a la cellule de commutation. La cellule de commutation est constituée d'un interrupteur ici commandé et non commandé. On va mettre en équation cette cellule de commutation. Donc on va avoir deux grandeurs électriques, la tension et le courant. On va d'abord chercher une équation qui lie le transistor et la diode sur la cellule de commutation. Donc c'est par rapport à la source d'entrée. Via cette maille, vous voyez qu'on a Vin égale Vt moins Vd, puisque Vd est opposé. Et ensuite, l'autre grandeur, c'est une grandeur en courant. On voit qu'à ce nœud, on a It plus Id égale IL. Donc voilà les équations de la cellule de commutation. Ensuite, quand on étudie donc, un convertisseur en électronique de puissance, on regarde les variables d'état. Alors la variable d'état, c'est une grandeur qui ne peut pas subir de discontinuité. Donc l'énergie dans l'inductance ne peut pas subir de discontinuité, de la même façon que l'énergie dans un condensateur ne peut pas subir de discontinuité. Donc ici, la variable d'état qui nous intéresse, c'est l'inductance. On va chercher une équation qui lie chaque fois la variable d'état à l'interrupteur commandé, donc au transistor, et ensuite, on cherchera une équation qui lie la variable d'état à la diode. Donc si je regarde bien, la première équation qui lie la variable d'état et le transistor, c'est la maille suivante. Voilà, j'ai ma maille qui est constituée de Vin égale Vt plus Vl plus Vout. Ça, c'est ma première équation liée à la variable d'état. La deuxième équation, c'est par rapport au deuxième interrupteur de la cellule de commutation, qui est la diode. Et donc, on voit bien que moins Vd égale Vl plus Vout. Quand j'ai fait ça, j'ai fini. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Lorsque vous devez mettre en équation un convertisseur buck, un convertisseur buck, un convertisseur buck-buck, un flyback, un forward, un Q ou autre chose, d'accord, on a toujours cette démarche. Cellule de commutation, variable d'état, et après c'est condensé, ça va tout seul. Comment on va effectuer ensuite le premier interrupteur qui est commandé, enfin, ici c'est le transistor, donc on va commencer tout simplement en disant qu'entre 0 et T-on, qui est égal au rapport cyclique multiplié à la période, c'est le transistor qui est commandé, la diode qui est bloquée. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Si le transistor est bloqué, ça veut dire que c'est un interrupteur parfait, donc la tension à ses bornes, c'est comme un interrupteur domestique, elle est nulle. Et si la diode elle est bloquée, si ça veut dire que ça se comporte comme un interrupteur ouvert, le courant il est nul. Donc il faut reporter ces deux grandeurs dans la cellule de commutation dans un premier temps. Et si on reporte dans la cellule de commutation, on voit bien que ici, Vin qui est égal à Vt moins Vd, Vt égale 0, donc Vin est égal à moins Vd pardon, est égal à moins Vin. Donc la diode est bloquée et on valide notre hypothèse que la diode est bien bloquée. Ensuite, on s'intéresse à la variable d'état, Vl, et quand on injecte dans la variable d'état, on voit que Vt égale 0 et on se retrouve avec Vin moins Vout, d'accord, et qui est égal à L ddL sur dt. Donc comme c'est un convertisseur buck, c'est un convertisseur qui est abaisseur, ça veut dire que cette grandeur est positive, donc on va avoir un apport d'énergie, donc une croissance du courant. Donc ensuite, c'est assez simple, il suffit de faire passer L au niveau du dénominateur et d'intégrer entre 0 et petit t, puisqu'on veut décrire tout l'intervalle de 0 à t-on. Si je veux, par exemple, décrire les jours de la semaine de lundi à dimanche, si je commence le lundi, je ne vais pas prendre la variable dimanche. Pour pouvoir avoir mardi, mercredi, jeudi, je vais prendre la variable jour. Donc là, ici, c'est la variable petit t. Donc quand j'intègre donc de 0 à petit t, et je vais avoir donc l'intégrale de ça, ça va faire IL de t moins IL, 0, VI moins VL de t moins 0. Donc là, on s'aperçoit le IL de 0 passe de l'autre côté, et ce IL de 0
comme on a une croissance, IL min. Donc on se retrouve avec une expression du courant qui est assez simple, IL égale VIN moins V1, que divise L, fois T, plus le courant minimum, qui est rien d'autre qui est l'instant 0. Deuxième séquence, on va bloquer le transistor. Donc si on bloque le transistor, ça veut dire que son courant sera nul. Et si on bloque le transistor, ça veut dire que il y aura une continuité du courant qui va être effectuée par la diode, et donc ID sera différent de 0, donc cette fois-ci c'est VD qui sera égal à 0. VD égale 0, on revient sur la cellule de commutation, et quand on injecte dans la cellule de commutation, on voit bien que VT égale VIN, ça veut bien dire que c'est supérieur à 0, et pour bloquer le transistor, de façon simple, il faut qu'on ait une tension positive, donc on voit bien ici que l'hypothèse T est off est bien validée. Donc ensuite, par rapport à la variable d'état, ben c'est simple, hein. Vous voyez bien que si la diode ici c'est égal à 0, VL est égal à moins Vout, et donc cette grandeur de VL qui est négative va provoquer une décroissance du courant. Et, attention, cette fois-ci, on intègre entre petit t, de T-on à petit t, on ne part pas à 0. Donc on va retrouver ici le décalage T moins T-on, qui est dû au fait qu'on commence à T-on. Si vous commencez la semaine mardi, vous ne la commencez pas lundi, il y a un décalage d'un jour. Ben là, pareil au niveau de l'expression. Donc, comme à l'instant T-on, le courant était maximum, on peut considérer que de I-T-on, c'est rien d'autre que IL max. On a donc ici nos différentes grandeurs. Et on peut aller voir les formes d'ondes qu'on avait déjà élaborées précédemment. Donc on voit ici qu'on a la tension aux bornes de l'inductance, on a le courant de l'inductance qui monte, qui descend, qui croît, qui décroît. On voit ici la tension aux bornes du transistor, il est passant, bloqué, le courant, voilà, tac, il y a le courant d'un transistor, la diode, elle est bloquée, passante. Alors on peut s'apercevoir qu'il y a un stress au niveau de chaque composant. Ici on voit un dV sur dt, un dI sur dt, un dI sur dt, un dV sur dt. Sera donc des conséquences au niveau perturbation électromagnétique, puisque vous aurez donc un dV sur dt, champ électrostatique, un dI sur dt, un champ électromagnétique. Autre chose, il faudra tout le temps vérifier, si on ne veut pas saturer le circuit magnétique, que les R ici soient identiques, que cet R est égal à cet R, pour éviter la saturation du circuit magnétique. Alors, pour maintenant calculer la valeur moyenne de la grandeur de sortie, on va regarder deux choses. Quand on est en régime continu ou en régime discontinu, donc vous voyez ici, je suis en régime continu, le courant ne passe jamais par 0. Donc si j'étais en critique, je passerais par 0, je repartirais. Là, je suis en discontinu, je reste un certain temps. Pour établir la relation qui lie l'entrée à la sortie ou la sortie à l'entrée, parce que c'est ce qui nous intéresse, hein, puisque je rappelle que donc, nous, quand on veut disposer d'un convertisseur buck, c'est qu'on veut une alim. On va en régime continu, pour avoir la relation qui lie la sortie à l'entrée, simplement écrire Vn moyen égale 0. Si je suis en discontinu, je ne vais pas écrire des équations en veux-tu, en voilà, je vais simplement raisonner sur la puissance, puisqu'il va y avoir conservation de la puissance. Donc ça c'est important, quand je suis en régime continu, Vn moyen égale 0, quand je suis en discontinu, c'est sur la puissance. Alors vous apercevez ici que Vl moyen égale 0, ce sera simplement le numérateur, puisque le dénominateur ici, vous voyez que c'est la période. La période, elle ne peut pas être nulle. Donc on va prendre les intervalles qu'on avait définis, donc de 0 à T-on, de T-on à T. Donc de 0 à T-on, on avait vu, c'était Vin moins Vout, et de T-on à T, c'était moins Vout. Ceci, c'est constant, on peut le sortir de l'intégrale. Donc on a juste, j'intègre dt entre 0 et T-on, donc c'est T-on. Et quand ensuite j'intègre ici T entre T moins T-on, c'est T moins T-on. Donc là, simplement, je dis que le numérateur est égal à 0 puisque la période ne peut pas être infinie. Pardon, j'ai dit je crois nul tout à l'heure. Donc on va avoir la relation qui lie la sortie à l'entrée. Alors je m'aperçois que la sortie est liée à l'entrée par l'expression de la sortie, évidemment, le niveau de tension d'entrée, pardon, mais aussi par le temps où mon interrupteur est passant et la période, l'inverse de la période, qui est rien d'autre que la fréquence. Et le rapport T-on sur T, c'est rien d'autre que le rapport cyclique, puisque nous, on va avoir des convertisseurs pour ce type d'alimentation qui vont travailler à fréquence fixe. Donc en fait, le paramètre de réglage sera rien d'autre que le temps T-on. Donc le rapport cyclique. Et là, je m'aperçois, tout simplement, que je viens de recréer une source de tension variable, alors qu'à l'entrée, j'avais une source de tension fixe.
J'ai donc en sortie une source de tension variable qui va dépendre de mon rapport cyclique. Est-ce que ce sera toujours vrai ou pas? Ça, c'est la suite qui nous le dira. Au niveau des courants, pour chercher les relations au niveau des courants, on va simplement négliger l'ondulation. On va considérer que l'ondulation, elle est nulle. Ça nous permettra comme ça d'avoir les valeurs moyennes. Alors, calculer la valeur moyenne du courant dans la diode, c'est assez simple. C'est un critère important pour le dimensionnement. Bon, on s'aperçoit que ça revient d'autres à calculer l'air. Donc, l'air ici, c'est quoi? Ben, c'est I-out, la hauteur ici de mon signal, qui est I-out, puisque je néglige l'ondulation. Hein, puisque là, je ne l'ai peut-être pas assez insisté. Je l'ai juste affiché. IL moyen plus delta de IL, si je néglige l'ondulation, IL moyen c'est égal à I out plus IC. Le condensateur, lui, il ne peut pas avoir une valeur moyenne, sinon je serais en train de charger le condensateur, et puis au bout d'un moment, pam, ça explose. Hein. C'est comme si je veux charger une bouteille, donc il faut que la valeur moyenne du courant d'un condensateur soit nulle. Donc par conséquent, quand je fais l'égalité, je vois bien qu'IC ici est rien d'autre que l'ondulation de courant. Ça c'est important, c'est-à-dire que c'est l'ondulation dans l'inductance qui porte le courant dans le condensateur, et la valeur moyenne de la tension de sortie est rien d'autre, ou courant si vous voulez de la sortie, rien d'autre que la valeur moyenne de l'inductance. Donc je reviens ici pour calculer donc, ma valeur moyenne de dimensionnement au niveau du courant dans la diode. Ben, ça sera donc l'air, I-out que multiplie donc la distance T moins T-on, que divise T. Or, on sait que là, ça va faire T que divise T, ça va faire 1. Moins T-on sur T, ça va faire D, ça fera 1 moins D, I-out. De la même façon, sur le transistor, je vais raisonner de la même façon. Or, l'air, c'est encore plus facile. Vous voyez que c'est entre 0 et T-on. Donc, T-on que multiplie I-out sur T. T-on sur T, c'est D, D, I-out. Voilà, j'ai deux grandeurs de dimensionnement au niveau du courant. Alors, par rapport à l'ondulation, on a vu qu'il fallait que le courant d'inductance croît et décroît. Donc on va simplement se prendre sur l'intervalle 0 à T-on. On a déjà établi l'expression du courant. Donc on sait que l'ondulation c'est IL max moins IL min. Donc c'est IL à l'instant T-on moins IL à l'instant 0. Or IL à l'instant T-on, c'est rien d'autre que cette expression qu'on a établie sur un précédent slide. On va y retrancher IL0. Donc là, ceci s'en va et on se retrouve avec ceci. Or V out c'est dV in. Donc on peut mettre 1 moins D en facteur. Et T-on, c'est dt. Donc, on peut mettre d en facteur. Par conséquent, c'est d facteur de 1 moins d V in. Et T, c'est 1 sur F, L sur F. Donc, on voit que l'ondulation de courant est inversement proportionnelle à l'inductance et à la fréquence de découpage. Donc, si je veux minimiser mon ondulation de courant, j'ai deux possibilités. Soit je joue sur la valeur de l'inductance, soit je joue sur la fréquence de découpage, ou les deux. Et j'ai donc un critère de dimensionnement pour l'inductance, puisque moi, quand je vais travailler, dans mon cahier des charges, je sais la tension que j'aurai à l'entrée, la tension que je veux en sortie sera fixée par le rapport cyclique. Ensuite, je sais à quelle fréquence de découpage je vais travailler et je vais tolérer une ondulation, on verra, de 10 à 30%. Pour la sortie, jusqu'à présent, on avait négligé l'ondulation dans le condensateur. Donc cette ondulation, elle est faible, mais elle existe. Donc pour ce faire, on va reprendre un petit croquis assez simple. Et ici, on s'aperçoit que T1, c'est rien d'autre que dt sur 2. Et que ici, c'est rien d'autre que 1 moins d t sur 2. Donc il suffit, pour calculer l'ondulation, de calculer l'air entre là et là. Donc si on va formaliser ça un petit peu par la suite. Pardon. Voilà, je vous laisse regarder. Donc là, je m'aperçois que j'ai delta de IL sur 2. Ça, je le note bien. Donc je reviens ici. J'affiche mes équations. Hein. Donc on sait que I égale CD dVc. Donc sur l'ondulation, c'est delta dt CD delta sur dt. Bon voilà, je vais donc intégrer entre T1 et T2. Donc soit je fais un petit calcul d'intégrale, ou soit je regarde sur les airs, c'est encore plus simple. Je m'aperçois que ici, c'est l'air rien d'autre d'un triangle, donc je vais diviser par 2. Donc ok, donc du coup j'aurai 1,5. Ensuite ici, je m'aperçois que la hauteur c'est delta de IL sur 2. Que multiplie entre là et là, sur la valeur maximale optimale, c'est dt sur 2. Voilà. De la même façon, entre là et là, T1, T2, excusez-moi, entre là et T2, si vous voulez, c'est 1 moins dt que divise 2, que multiplie delta de IL sur 2, et donc j'ai l'expression suivante, delta de IL que divise 8CF, puisque T c'est 1 sur C, c'est 1 sur F. Donc vous voyez que l'ondulation de tension est aussi tributaire de la valeur
de la fréquence de découpage. La fréquence de découpage, je rappelle, c'est la fréquence à laquelle je viens commander mon transistor. Donc, j'ai un critère de dimensionnement pour le condensateur. Alors, sur les datasheets de constructeurs, on verra par la suite qu'on a plusieurs critères de dimensionnement. Alors, si maintenant on se focalise un petit peu sur la caractéristique de sortie, on fait donc une valeur normalisée, on pose y égale Vout sur Q divisé Vin. Donc, on va voir que du coup, c'est égal à D. Donc, quand D est égal à 1, on doit trouver Y égale à 1. Et X, ça dépend en fait de la charge, puisqu'elle sera imposée, vous aurez la fréquence qui sera imposée, Vin sera imposée, donc c'est une image de la charge. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce tel graphique? Sur ce tel graphique, on s'aperçoit que lorsqu'on arrive à la faible charge, mon alimentation, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand je suis en continu, alors je rappelle que quand j'ai établi la relation qui lie la sortie à l'entrée, je l'ai établie en régime continu. Donc quand je suis en discontinu, voilà comment elle se comporte. Alors ça, c'est assez important, hein. Cette zone, on peut la minimiser en fonction de la valeur de l'inductance, hein, la ramener encore plus. Hein. Regardez, ici, je suis qu'à 0,12, pardon, à peu près, ici, à ce niveau-là, un peu plus de 0,12, et je vais jusqu'à, par rapport à 100%, vous voyez que j'ai quand même beaucoup de marge. Je suis à peu près, ici, je peux dire, allez, 10, 12%, 13%. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant à voir, c'est que là, quand on regarde cette caractéristique, ça y est, on sait comment on va contrôler notre alignement découpage. Parce que regardez, quand je suis ici à D égale 0,6, si je veux imposer D égale 0,6, donc je veux imposer par exemple, si j'avais 10 volts, ça voudrait dire que je vais imposer en tension d'entrée 6 volts en sortie. Quand je serai presque à vide, il suffira à chaque fois que je vienne changer mon rapport cyclique. Parce que vous voyez que chaque fois que je viens changer mon rapport cyclique, je serai ici, si je trace cette valeur horizontale, donc contrôler mon convertisseur buck pour contrôler en régime discontinu la tension de sortie reviendra en fait à diminuer mon rapport cyclique. Donc ça voudra dire que le circuit de contrôle devra agir sur le rapport cyclique pour maintenir la valeur fixe. Par exemple, j'avais dit 10 volts, donc de 6 volts. Je reviendrai là-dessus. Donc c'est important, c'est de garder à l'esprit que le contrôle est très important pour les faibles charges. Alors parlons du contrôle, on va parler du circuit qui permet de contrôler le convertisseur buck, hein, d'accord? Donc on va rester en contrôle linéaire. Voilà un petit peu le circuit qui va être mis à disposition pour contrôler le circuit de puissance du buck lorsque je suis en régulation de tension. Alors, qu'est-ce que je vois sur ce circuit? Je vois ici sur ce circuit que, je pourrais le revenir ici un petit peu en arrière, hein, je vois ici en fait que j'ai rien d'autre qu'un pont diviseur. Donc en fait ça, si ça revient à reboucler votre système, c'est votre feedback. À ce niveau-là, j'ai un correcteur, j'ai une tension de référence, d'accord? Je vais avoir un circuit d'erreur, un amplificateur d'erreur, qui va avoir un niveau de tension continue et qui va venir le comparer à un signal en dents de scie. Et la comparaison du signal en dents de scie va vous donner le temps théon. Vous voyez, donc le temps théon ici, la fréquence étant fixe, le temps théon qui va permettre de venir commander le transistor. Et ici, évidemment, il y a un driver. Donc ça, je ne reviendrai pas sur le driver. Or, ce qui sera intéressant, hein, c'est de voir comment on peut faire pour avoir le gain et la phase pour contrôler la marge de gain et la marge de phase. Alors, pour modéliser le convertisseur buck, c'est assez simple. On sait que l'étage du convertisseur de sortie au niveau buck, si on raisonne par rapport aux valeurs moyennes, c'est rien d'autre. On a établi en régime continu que la tension de sortie, c'était dVin. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement remplacer ici, au niveau de mon étage de sortie, à ce niveau-là, je vais remplacer par un générateur de valeur moyenne dVin qui correspond à ma sortie. Je vais retrouver l'inductance. Le condensateur présente une résistance série, a une résistance dans le schéma le plus simple, puisque je suis en valeur moyenne, donc je suis sur un schéma de basse, au niveau condensateur de basse fréquence et non de haute fréquence, je retrouve R qui est ma charge. Alors maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de voir quelle est la fonction de transfert de ce circuit.
Donc, si je regarde la fonction de transfert, hein, c'est assez simple. Hein. Alors, si je revenais, il suffirait ici hein, de dire que Vout, c'est Z2 que divise ZL plus Z2. Et Z2, c'est rien d'autre que le ZR en parallèle avec, ouvrez la parenthèse, ZC plus RECR. Donc, si on fait ça, on a donc ici la fonction de transfert du convertisseur buck. Alors, première chose, c'est qu'on voit que c'est qu'au niveau du dénominateur, on a un second ordre. Donc, ce second ordre a une pulsation donc, de coupure et un facteur d'amortissement. Et on s'aperçoit que ce facteur d'amortissement dépend de la charge. Donc, le système sera de plus amorti lorsque je serai en charge. Souvenez-vous les caractéristiques de sortie. Les caractéristiques de sortie, on s'apercevait qu'on ne pouvait pas maintenir la tension lorsqu'on était à faible charge, donc à vide. En fait, on le retrouve ici, avec le facteur d'amortissement. Alors, quelle est l'influence de la résistance série du condensateur? Ben, si on fait un petit peu de théorie sur d'asservissement, enfin automatique, on s'aperçoit que c'est un pôle. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est un pôle hein. Tous les matins, quand vous avez, enfin plutôt un zéro, tous les matins, quand vous allez à la douche, ah ben, vous avez l'effet typique du zéro. C'est-à-dire qu'au départ, vous commencez à ouvrir votre robinet, l'eau, elle est froide, puis elle devient chaude. Et ben, ça veut dire que c'est ça, le comportement d'un zéro. On appelle ça le tassement sur une chaudière. Et sur une alim, ça va faire quoi? Ben, la tension va monter, elle va redescendre, elle va remonter. Donc, imaginez-vous si vous avez un avion. Ça veut dire que je plonge un petit peu. Quand je remets les gaz, ça plonge bien au niveau, pour retrouver, au niveau de l'arrière de l'avion, pour remonter. Ben, voilà, c'est l'effet d'un zéro. Donc, l'effet de zéro, pensez à la douche. Donc, je modélise mon circuit de commande. Donc, assez simple. Le circuit de commande, on va avoir qu'on va avoir en retard. Donc, le retard, qu'est-ce qu'on fait? On le modélise ici par une constante de temps qui est T2, qui dépend en fait de la période sur 2, et que multiplie le gain de mon système. Or, si on fait l'hypothèse de Padé, quand on a donc une exponentielle, on peut l'approcher par un premier ordre. Donc, et si la constante de temps, TD, est très petite par rapport à l'autre constante de temps, qui est due à la pulsation LC, on peut la négliger et on se retrouver ici qu'avec un gain. Donc si on va un peu plus loin, on regarde ici le schéma donc, de la boucle de régulation, on va retrouver le correcteur, le circuit de contrôle qui vient agir sur le rapport de cyclique, l'étage de puissance du buck et le capteur de tension. Le capteur de tension qui est constitué, dans notre cas, de 2 résistances. On peut faire ça autrement, hein. On peut faire avec un système optoélectronique, etc., etc. Donc nous, on va considérer qu'on a un gain pur, donc je l'appellerai FB pour feedback, d'accord? Voilà, donc on a tout simplement, si on ouvre ici, on aura donc en boucle ouverte non corrigée, ben, la fonction de transfert du circuit de commande PWM, que multiplie la fonction de transfert buck, plus la fonction de transfert du circuit du capteur de tension, puisque j'ouvre ici, hein, je rappelle. Donc voilà l'expression de ma fonction de transfert. Alors c'est intéressant, qui est constituée donc ici au niveau du numérateur d'un 0 et au niveau des dénominateurs d'un circuit du second ordre. Quand je trace, je retrouve ici les éléments. Donc là je retrouve donc bien mes moins 40 dB par décade qui correspondent à mon second ordre au niveau des dénominateurs, puis moins 20 dB par décade, puisque le 0 va refaire remonter de plus 20 dB, donc moins 40 plus 20, donc moins 20 dB. Et là, je vois ici que j'ai la fréquence qui correspond donc à la résistance à série du condensateur. Alors, si on voulait s'amuser à tracer la fonction de transfert avec le fameux retard, pour bien le prendre en compte, on voit la modification que ça apporte sur le diagramme de Bode, donc ici en gain et en phase. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, si on s'intéresse par rapport à la marge de phase, on n'a pas forcément besoin d'avoir la fonction de transfert du circuit PWM avec le retard. Donc, si on prend simplement un gain, ça suffit un petit peu pour calculer le correcteur. C'est ce qu'on fera par la suite et que font souvent les constructeurs. Or, pour dimensionner le convertisseur, il faut un cahier des charges. Donc le cahier des charges, voilà, vous retrouvez une tension maximale à l'entrée, minimale, typique, la tension de sortie que vous souhaitez, la fréquence des découpages, la dynamique au niveau de la réponse, le circuit de protection,
l'ondulation que vous tolérez sur l'entrée, l'ondulation que vous tolérez sur la sortie, le rendement que vous espérez de votre convertisseur statique, d'accord, et l'ondulation en courant, vous voyez, on peut aller de 10 à 40%, mais typiquement on est entre 10 et 20. Voilà. Donc là, on a les éléments suffisants pour choisir les composants qui constituent le convertisseur. Alors au niveau du rapport cyclique, il y a le rapport cyclique idéal, hein, CVA ou sur VIN. Après, vous avez le rapport cyclique maximal, donc qui va tenir compte de VIN max, mais aussi du rendement. Et ensuite, si vous prenez en compte les chutes de tension dans les composants, donc la chute de tension dans la diode, puisqu'une diode, évidemment, quand elle est passante, elle n'est pas parfaite, et puis dans le transistor, pareil, il n'est pas parfait. Voilà, donc ensuite, pour dimensionner l'inductance, on peut utiliser donc l'équation du slide 13, hein, je vous invite à revenir en arrière si vous n'en souvenez pas. Donc j'ai dit que l'ondulation a été estimée entre 20 à 40%. On revient sur l'expression de l'ondulation de l'inductance qu'on avait établie précédemment. Voilà, donc ici j'ai les éléments de dimensionnement. D je le connais, Vin je connais, la fréquence delta du IL. Donc je peux en déduire la valeur de l'inductance. Alors attention, l'inductance c'est pas une résistance. Dimensionner une inductance, ça voudra dire qu'il va falloir aller dimensionner le matériau avec lequel vous allez travailler, le circuit magnétique, le nombre de spires, etc. etc. Donc au travers de ce petit exposé, je peux pas, c'est un peu plus long. Mais enfin, il y a suffisamment de documentation sur le net pour voir comment on dimensionne une inductance. Autre élément aussi important à prendre en compte sur l'inductance, posez-vous toujours la question, quand vous allez avoir votre inductance, vous allez avoir des champs magnétiques. Et il faudra réfléchir comment vous allez mettre, si par exemple, je sais pas, hein, vous avez un boîtier, vous faites des petits trous pour aérer, il ne faudra pas que les champs viennent créer des courants de Foucault dans le boîtier qui ferait que la référence qui est à la masse ne serait plus à la masse, puisqu'il y aurait un courant qui circulerait. J'ai déjà vu, donc je préfère le dire. Bon, IL max, c'est IA plus delta IL sur 2, donc ça c'est assez facile. Alors pour le dimensionnement du condensateur de sortie, je rappelle que la fonction du condensateur, c'est de filtrer l'ondulation du courant de l'inductance et fournir une tension de sortie stable. Et vous devez aussi vous assurer que les variations de la charge peuvent être supportées avant que le régulateur PWM ne puisse réagir. Dans les condensateurs non électrolytiques et les condensateurs électrolytes solides, on a cette fameuse résistance série. Donc cette résistance série, il y aura deux façons. C'est choisir la bonne technologie de condensateur. Donc les condensateurs céramiques sont bon choix si vous prenez un matériau électrique XC5R. On peut aussi, lorsqu'on a de fortes puissances, minimiser la résistance série en mettant plusieurs condensateurs en sortie, puisque si on a plusieurs condensateurs en sortie, on aura plusieurs résistances en parallèle, et si on met des résistances en parallèle, on minimise la résistance. Par contre, attention à la façon dont vous allez créer votre piste lors du routage, parce que sinon vous allez être confronté à d'autres problèmes. C'est toutes les joies d'électronique de puissance. Alors, si on a une compensation externe, voilà, on avait établi l'expression, mais parfois, lorsque vous avez des convertisseurs qui sont compensés en interne, donc ce n'est pas à vous de venir les compenser, il va falloir rester sur ce qui est préconisé par le constructeur. Et donc là, je vous invite à bien regarder le datasheet. Donc, autre élément aussi à prendre en compte, c'est que le dimensionnement du condensateur n'est pas que piloté par l'ondulation. Il va conditionner évidemment la réponse transitoire de la tension de sortie. Donc, puisque l'écart de tension de sortie est causé par le temps qu'il faut à l'inductance pour rattraper les besoins en courant de sortie, accru ou réduit. Donc cette formule ici, que je vous mets sur ce slide, elle est issue de datasheet constructeur, et donc on revoit un petit peu les éléments avec l'overshoot, donc vous voyez, la tolérance sur le régime transitoire, des choses comme ça. Donc je ne ferai pas la démonstration. Vous pouvez retrouver ça, par exemple, je crois, sur le site Texas, si je me souviens bien, instrument. Donc, par rapport au condensateur d'entrée, vous avez un courant qui est ici, qui est discontinu à l'entrée. Alors, on voit que si vous prenez des condensateurs en céramique, tension nominale au moins 1,5 fois la tension d'entrée, et au tantal, c'est au moins 2 fois. Par rapport, si vous prenez donc un condensateur en céramique, il faudra que vous soyez à 150%. Si vous avez par exemple
10 volts, il faudra prendre que le condensateur supporte 15 volts. Si c'est du tantal, il faudra qu'il supporte 20 volts. Voilà, donc on va travailler avec cette expression par rapport au dimensionnement de la capacité d'entrée du convertisseur buck. Alors j'y reviendrai sur ça tout à l'heure. Donc pour les pertes, on utilise souvent des diodes Schottky puisqu'on peut minimiser les pertes. Donc en plus, elles ont un courant de pointe qui est beaucoup plus élevé. Voilà, je rappelle. Donc ici, IF, c'est forward, donc c'est la valeur moyenne. Ça, on l'a établi précédemment. Donc on prendra IOUT max. IFSM, c'est le courant de surcharge. Donc c'est par rapport au courant max que je vais avoir. Pardon, ici. Donc vous voyez que c'est rien d'autre que IOUT plus delta de IL sur 2. Ici, c'est la tension répétitive inverse. Reverse répétitive, le maximum. Là. Donc on va prendre 20%. Et ensuite, il faudra toujours calculer la puissance que devra dissiper votre composant pour voir si vous devez la mettre sur un radiateur ou pas. Bon, sachant que lorsque vous mettez ça sur un radiateur, il faudra aussi, comme pareil pour le transistor, vous allez créer un condensateur. Puisqu'avec la pâte, vous avez et le radiateur et le boîtier du composant, vous avez créé un condensateur. Donc vous allez faire passer des dV sur des T. Pensez-y. Voilà, donc on travaille avec du transistor MOSFET, donc nous on voudra avoir un RDSON très faible pour limiter les pertes, d'accord, lorsque le cône est passant. Ensuite, il faut que la charge QG permette la commutation, donc ça sera regardé sur les caractéristiques. La tension grille source devrait être supérieure à la tension du driver, et la tension VDS doit être supérieure à la tension d'entrée du convertisseur buck. Voilà. Alors ensuite, si on regarde un petit peu sur une petite simulation, ici j'ai pris une tension d'entrée 50 volts, j'ai pris voilà, un transistor de chez International Rectifier, une diode, une fréquence de 20 kHz, ça c'est pour observer les signaux, hein. Normalement on travaille à 5 kHz minima, une inductance, un condensateur, voilà, une charge, je me retrouve avec le circuit suivant. Donc ici, en termes d'utilisation de LT-Spice, j'avais fait une petite vidéo, je vous invite à y revenir dessus, mais très simplement, ici, c'est pour envoyer, vous voyez, un signal rectangulaire, et là, alors ça c'est pour de commander de façon simple, hein, d'accord, je n'ai pas mis ici de driver compliqué, et là, voilà, les paramètres pour faire les directives de simulation, pardon, et là, ici, c'est que j'ai imposé, j'ai mis entre accolade, pardon, le rapport cyclique et la fréquence, et en faisant un point param, je peux venir ici les régler et pour voir l'influence que ça peut avoir. Je pourrais donner aussi une fourchette. Hein. Donc quand on regarde un petit peu la simulation ici, vous voyez, vous avez une simulation, on a la tension d'entrée, Vin qui est fixe, d'accord, 50 volts, on retrouve, hein, normal. La tension de sortie, la tension de gate là, qui vient du driver, et la tension de sortie. Donc, jusque-là, tout va bien. Et vous voyez le tracé rouge qui indique un petit peu l'évolution de la tension de sortie. Hein, voilà, Vout, qui est en rouge ici. Vous voyez que j'ai ici une surtension, donc ça, c'est peut-être pas quelque chose qu'il faudra qu'on tolère. Et après, je vois ma petite ondulation, puisque je vous ai dit que déjà j'avais travaillé une fréquence pas très élevée, et ça permet de voir un petit peu tous ces phénomènes. Donc si on fait un petit zoom, on voit que le signal de sortie de 20 volts est stabilisé après un transitoire à peu près d'une milliseconde, avec un pic à 35 volts. Donc il faudra être capable d'évaluer cette surtension, si c'est tolérable ou pas, pour éviter d'endommager les appareils. Donc dans le cahier des charges, ici, ça veut dire que quand je serai par rapport à la marge de phase, il faudra que je regarde, il faudra que j'augmente ma marge de phase pour diminuer le dépassement. Voilà un petit peu au niveau de la sortie. Vous retrouvez ici une ondulation. Hein. Ça peut être réduit en augmentant ou en diminuant la valeur de la capacité et en jouant aussi sur la fréquence de découpage. Donc moi, ce que je vous indique, hein, je vous le redis, ça je l'ai fait volontairement pour que vous voyez le phénomène, mais on peut s'arriver à le lisser. Mais après, attention, hein, c'est très faible. Voilà le courant dans l'inductance. Donc, IL, d'accord, le courant dans la charge. Voilà. Donc ensuite, on peut s'amuser à voir quelle est l'influence de la fréquence. Si j'augmente ici ma fréquence de découpage, qu'est-ce que je constate? Lorsque je vais augmenter ma fréquence de découpage, est-ce que je vais passer de 20 à 200 kg ici,
d'accord, je diminue l'ondulation de courant. Donc ça veut dire que augmenter la fréquence de découpage, ça va diminuer l'ondulation courant, et que lorsqu'on augmente la fréquence de découpage, on pourrait presque dire que la surface d'encombrement est inversement proportionnelle, vous voyez, qu'on arrive à réduire et avoir des convertisseurs qui sont très 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 petits. Donc je rappelle ici l'expression de l'inductance et donc l'ondulation. Vous voyez que si delta dl, je fais le produit en croix, il passe ici, L passe là. En augmentant la fréquence de découpage, je diminue bien l'ondulation. Voilà, donc ça, je refais une simulation un peu zoomée pour voir un petit peu l'efficacité. On est à peu près à 77%. Je vais regarder un petit peu l'impact de charge. Donc pour ça, c'est simple ici. Je vais venir venir commander cette charge ici, la mettre ou pas la mettre, pour voir qu'est-ce que ça fait. Pardon, je rappelle que lorsque je suis à vide, c'est là où le facteur d'amortissement est inférieur à 0,707, et donc c'est là où je vais avoir un dépassement, des choses comme ça. Regardez, je fais ma simulation, pardon, ici. Donc ici, vous retrouvez la tension de sortie, il n'y a pas de boucle de régulation, je mets sous tension, donc je suis à vide. J'ai une surtension prévisible, puisque le facteur d'amortissement est dégradé. Ensuite, voilà, donc tout se passe bien. Je viens faire ici un impact de charge, vous voyez, j'ai attendu un certain temps, je viens faire un impact de charge, paf, la tension diminue, et puis j'ai une petite baisse. Donc je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que là, il est quand même important de mettre en œuvre une boucle de régulation pour obtenir une tension de sortie de meilleure qualité, pour ne pas endommager tout le matériel qui est en aval de mon alim. Alors j'ai pris un circuit de chez Analog Device, le LTC 1707, voilà. Pourquoi? Parce que de toute façon, comme ça, on est dans l'environnement LT Spice, donc vous avez les plages d'alimentation, donc ça c'est des choses qui sont très adaptées lorsqu'on a des batteries au lithium, d'accord. On peut aller jusqu'à des fréquences de 350 kHz, d'accord. Donc vous voyez un petit peu quand même qu'on peut aller très très haut. Voilà, donc mon circuit qui se présente de la façon suivante, sous LT Spice. Je fais ma simulation, pardon, je vois comment évolue ma tension de sortie. Voilà mon circuit, on va voir un petit peu plus, on va aller un peu plus loin. Donc ici, vous avez un démarrage progressif, si vous prenez un autre circuit de 3854 par exemple, et avec une boucle de régulation. Et donc là, vous voyez bien que le fait d'intégrer une boucle de régulation, quand je regarde la tension de sortie V-out, je suis à vide, je démarre, pas de surtension, je viens faire un impact de charge, rien ne se passe, hein. Tout va bien, tout régule parfaitement. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc on peut, donc nous, comme on l'a vu tout à l'heure en théorie, avec LT Spice, avoir le diagramme de Bode de mon circuit. Donc ça c'est assez simple, hein. Donc voilà. Ici je mets une source alternative, d'accord, je fais varier ma fréquence, je trace mon gain, ok, ici j'ai la valeur du gain, et ici l'attaque en pointillé, j'ai les valeurs de la phase ici correspondantes. Donc en fait je viens d'établir mon diagramme de Bode. Donc attention, hein, j'ai bien pris en compte le feedback, parce qu'il faut bien établir au niveau de la boucle, d'accord. Alors ce qu'il y a de merveilleux, c'est que chez Analog Device ils ont tout prévu. On vient ici insérer une source de tension à ce niveau-là. Si on vient insérer une source de tension à ce niveau-là, vous voyez, 0,10 mol, on met la fréquence qu'on souhaite. Donc 10 millivolts pour avoir un impact un petit peu. Et on prend l'instruction point mesure sur le schéma en tant que directive. Ici, je pense qu'on les voit, voilà. Vous avez toutes les directives qu'il faut, nécessaires, pardon. Les directives de simulation. Vous utilisez donc le plot, voilà, les traces, et lui, vous avez donc le tracé du diagramme de Bode qui s'affiche par rapport à votre circuit, à votre application. Donc la petite astuce, elle revient ici, ok, à venir insérer ça et avoir les bonnes instructions de simulation. Alors, si on regarde un convertisseur buck, du fait de sa fréquence de découpage et la présence des composants selfiques et capacitifs, vous aurez des bruits électriques, vous aurez des oscillations,
d'accord? On peut le voir ici, hein, on a du bruit, voilà. Alors ça, c'est quelque chose que on peut être amené à essayer un petit peu de minimiser, parce que ça peut poser des problèmes. Voilà. Hein. On avait vu que bon, je reviendrai sur ça. Que sur certaines mailles, vous avez des variations de dV sur dt qui sont assez importantes, ainsi que de dI sur dt. Alors regardez, tiens, alors on va s'arrêter 5 minutes. Si on regarde ici, je vais tout mettre. On va dire qu'ici, j'ai une première maille, là c'est la boucle d'entrée. Ici, j'ai une deuxième boucle. Troisième boucle, si je puis dire, et la boucle de sortie. Alors déjà ici, vous voyez bien que lorsque la diode est bloquée et que VT égale 0, vous avez la tension d'entrée. Et lorsque la diode est passante, vous avez 0. Donc forcément, là, vous avez une perturbation. Là, vous avez votre fameux condensateur d'entrée. Petite remarque, si vous venez prendre une référence pour votre circuit de driver, vous pourriez vous dire, tiens, là c'est le même potentiel, ici, tout va bien. Mais si vous venez chercher, là, par exemple, votre référence ici, qu'est-ce que j'ai avec ma souris, là? Hop, ça a posé problème. Tandis qu'ici, j'aurais mis un condensateur. Donc, si je dois venir chercher la référence, il faut me dire que je viens de la chercher sur cette partie de la piste. Si je viens la chercher sur cette partie-là, ce ne sera pas bon. Donc, comme vous avez des dV sur dt, vous avez des champs électriques. Hein, et après, en plus d'avoir des dV sur dt, vous avez des dI sur dt. Donc ça, sur le routage, faut se poser quelques minutes et réfléchir un petit peu. On ne peut pas faire un routage en automatique sur ORCAD, KiCad ou Cadence. Hein, d'accord? Alors, les constructeurs ont tout prévu, ça c'est beau. Donc vous avez des outils qui sont fournis par ST Microelectronics, Texas Instruments, Maxim, qui a été racheté d'ailleurs, Analog Device. Voilà ici donc un outil mis à disposition donc par ST Microelectronics. Vous pouvez donc rentrer un certain nombre d'éléments ici, hein, vous voyez, pour dimensionner votre convertisseur, et puis il va vous faire des simulations. Il va vous donner des valeurs de condensateur, il va vous proposer les valeurs des composants. C'est vraiment super. Ensuite, vous avez donc chez Maxim, qui est maintenant Analog Device. Alors évidemment, ça sera ma préférence. Hein. Donc vous avez leur outil de simulation. Pardon. Vous allez donc rentrer votre cahier des charges, si je puis dire. Il va vous faire donc une simulation. Voilà. Vous avez un scope qui vous permet de voir, de visualiser de façon assez parfaite. Vous voulez voir la boucle ouverte, la boucle fermée, tout ça c'est affiché avec les fréquences. Bon, je vous laisse le soin de regarder. Le rendement, enfin voilà. Ensuite, vous avez donc l'outil de chez Analog Device qui lui va faire le lien avec LTSpice. Alors ça c'est top. Vous avez donc ici, je vais m'arrêter un petit peu, vous allez définir votre plage au niveau des tensions d'entrée, votre sortie si elle est en parallèle, s'il y en a une ou deux, le niveau de sortie, le courant. Lui ensuite, vous allez lancer une recherche des solutions possibles. Il va vous proposer un certain nombre de circuits compatibles. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez sélectionné le circuit qui convient, lui, il va venir vous proposer ici des références au niveau du condo, ici, à ce niveau-là, au niveau du transit des différents composants, quoi. Donc, vous avez tout, vous voyez, au niveau de la boucle, etc. C'est extraordinaire. En plus, il vous donne plusieurs références possibles de composants en fonction des constructeurs, vous voyez ici. Donc, vous avez tout. Donc, Power Stage Design Tab, hein, d'accord, de chez Analog Device. OK. Ensuite, si vous appuyez ici, il vous donne les différentes courbes. Donc, mais c'est pas fini. Il peut aussi vous aider par rapport au routage, avec les mailles sensibles, etc. Lui, il est capable de vous dire où elles sont, de vous faire voir où sont les différents points de problème, de vous proposer un placement des composants. Alors, imaginez quand même l'aide que ça.
Et ensuite, évidemment, bon, ça va de soi, capable de vous tracer les différentes diagrammes ici, donc baud en amplitude et la phase, en fait un scope par rapport à vos signaux que vous attendez. Et il peut vous faire un export sur LTSpice. Alors ça, c'est quand même tip top. Donc il vous sort ici votre circuit de simulation sur LTSpice. Et puis après, sur LTSpice, vous allez pouvoir vous amuser à aller où vous voulez, si vous avez des signaux à observer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc je rappelle que je suis enseignant au sein de l'UIT de l'Indre, sur la formation Budget 2i et aussi à Polytech Orléans sur la formation Smart Building. Merci, au revoir.